Aujourd'hui, je fais l'analyse d'un texte de Nietzsche digne d'un examen de philo. On sait que Nietzsche est un philosophe très moderne de par ses idées qui sont toujours valables et tenues comme aptes à l'analyse et aux commentaires et à l'application des problèmes de nos jours. Ce texte de Nietzsche dévoile que derrière chaque idée, il y a un intérêt. Derrière chaque idée se cache un intérêt. Comme Marx, derrière une classe ou une idée qui représente la superstructure de la classe, se cache un intérêt d'une classe en particulier. Et c'est comme Freud qui dit que derrière chaque acte que nous faisons, il y a quelque chose de caché, d'inconscient, qui nous pousse à le faire, et parfois qui reste caché. Donc, ce qui apparaît, ce n'est que l'iceberg qui cache ce qui est dedans, ce qui est caché en pleine mer, en plein fond. Parfois, nous faisons semblant que nous sommes heureux pour cacher notre tristesse, mais c'est pas du tout ainsi à la surface. C'est la surface des choses, la surface de cette philosophie. Mais j'essaie de faciliter cette idée, de banaliser cette idée de Nietzsche. Nietzsche se place à la place du généalogiste, du solitaire. Le solitaire, c'est le généalogiste, c'est le philosophe qui n'est pas influencé des idées autour de lui, qui essaie de penser, de critiquer ce qui est autour de lui. C'est la pensée cartésienne qui part du doute et qui essaie de déchiqueter toutes les idées philosophiques autour de lui pour savoir où elles sont, où elles veulent nous mener. Ce texte fait partie de son livre « Au-delà du bien et du mal ». Je vais le lire en arabe et en français. Donc, le texte est le suivant. Les idées, c'est à la page 290. Les idées finissent par prendre une teinte de demi-jour, une odeur de profondeur et de bourbe, quelque chose d'incommunicable et de repoussant, qui jette un souffle glacial à la face du passant. Le solitaire ne croit pas qu'un philosophe, en admettant qu'un philosophe ait toujours commencé par être un solitaire, ait jamais exprimé dans les livres sa pensée véritable et définitive. N'écrit-on pas des livres précisément pour cacher ce qu'on a en soi? Il ne croira pas qu'un philosophe puisse avoir des opinions derrière et essentielles. Il ne croira pas qu'un philosophe puisse avoir des opinions dernières
et essentiel que chez lui, derrière une caverne, il n'y ait pas nécessairement une caverne plus profonde, un monde plus vaste, plus étrange, plus riche au-dessus d'une surface. Un bas fond sous chaque fondement. Toute philosophie est une philosophie de premier plan. C'est là le jugement du solitaire. Il y a quelque chose d'arbitraire dans le fait qu'il n'ait arrêté ici, qu'il a regardé en arrière et autour de lui, qu'il n'a pas creusé plus avant et qu'il a jeté de côté la bêche. Il faut voir en cela une part de méfiance. Toute philosophie cache aussi une philosophie. Toute opinion est aussi une retraite. Toute parole est un masque. Je relis le texte en arabe pour bien aussi le comprendre. En arabe, le texte est le suivant. من جالس نفسه وحيدا في الليل والنهار وعام بعد عام ليماحكها ويناجيها مناجاة حميمة من تحول في كهفه الذي قد يكون متاهة أو منجم ذهب إلى درب أو حفار كنز أو حارس كنز أو تنين أكسب مفاهيمه نفسها، أي من فعل ذلك أكسب مفاهيمه نفسها أخيرا لونا يمتزج فيه النور بالظلمة، ورائحة تعبق بالعمق بقدر ما تعبق بالعفن، شيئا يتملص من التواصل ويلفح بنفسه البارد كل عابر. المتوحد يعني السوليتير لا يؤمن بأن فيلسوفا من الفلاسفة، على فرض أن الفيلسوف كان في البدء دائما متوحدا، لا يؤمن أن فيلسوفا من الفلاسفة عبر يوما في الكتب عن آرائه الخاصة والنهائية، ألا يكتب الكتب لإخفاء ما يضمره، بل هو يشك فيما إذا كان أمكن للفيلسوف أن يتوصل إلى آراء خاصة ونهائية، ألا يجب أن يوجد لديه خلف كل كهف آخر وأعمق، عالم أشمل وأغرب وأغنى فوق أي سطح، وسحقا يعني جورة سحيقة وراء كل أساس وتحت كل تأسيس. إن كل فلسفة هي فلسفة واجهة، وهكذا يحكم المتوحد. ثمة شيء من التعسف في أن الفيلسوف توقف والتفت وتلفت هنا في أنه لم يتعمق في الحفر، بل ألقى هذا الرفش جانبا. ثمة شيء من الارتياب أيضا، أن كل فلسفة تواري أي تخفي أيضا فلسفة، كل رأي مخبأ أيضا، وكل كلمة هي أيضا قناع. Donc, le solitaire, nous avons dit que c'est le philosophe, le généalogiste, et toute parole est un masque, toute philosophie
est une cachette qui dissimule une autre chose. C'est comme quelque chose qui cache une autre. C'est le symbole de la caverne. C'est quelle caverne? Celle de Platon? Non. C'est celle du grand écrivain russe Dostoïevski. Une caverne qui cache une autre, à n'en jamais sortir. Chaque caverne nous mène à une autre caverne. Donc, si nous cherchons la vérité, donc la vérité doit nous mener d'une caverne à une autre. La caverne, c'est dans l'histoire de Dostoïevski, c'est nous-mêmes, c'est notre psyché. Et ici, c'est la même chose. Le psyché du philosophe, c'est son idée, c'est son système, c'est sa philosophie qui fait l'intérêt des autres. Un écrivain riche, il doit parler, et il doit faire l'éloge de la vie des riches. Un écrivain pauvre, il doit être dans les rangs des pauvres, les protéger, les défendre, ainsi de suite. Plusieurs philosophes, Bergson et plusieurs d'autres, leur philosophie n'est qu'une religion, n'est qu'une défense de la religion. Même Platon, tout l'idéalisme est une défense aux idées idéalistes religieuses. Sachant que il y a l'au-delà, il y a Dieu qu'on doit obéir. Marx a dit la religion a deux buts. Le premier, c'est nous pousser à accepter nos misères, nos souffrances, et en second lieu à écouter ce que nos dirigeants religieux nous disent. Donc, si la religion aussi est une caverne qui défend une classe qui domine les autres, les religions, les religieux dont on possédait toutes les terres, donc ils étaient les féodaux, donc ils étaient à leur intérêt de faire régner cette atmosphère de philosophie, de religieuse, pour croire en Dieu, pour avoir peur de Dieu, du Seigneur. On appelait Dieu le Seigneur. Le Seigneur, c'est Dieu, mais le Seigneur aussi, c'est le Seigneur de la terre qui possédait et qui dominait les gens. Donc le travail du généaliste, c'est de dévoiler ce qui est caché derrière les idées, de les déchiqueter, comme Descartes l'a fait, partir faire la partition d'un problème très grand, le faire un peu petit, le faire en partie, partir du plus petit au plus grand, du plus facile au plus difficile. Donc, il faut dévoiler les intérêts derrière les idées. Donc, c'est le philosophe. Le vrai philosophe doit déconstruire les idées
abondante. Il ne faut pas être comme le troupeau. Il faut avoir du doute. Il faut douter des idées abondantes dans la société. C'est pourquoi il a insisté, Nietzsche a insisté à démystifier les idoles. C'est les idoles des idées, c'est les idoles de la pensée métaphysique. Il faut avoir le courage de détruire les illusions, ce sont des illusions. Le monde religieux est un monde illusoire et c'est un monde construit par les philosophes et par les religions. Il faut détruire toute cette construction. Il faut détruire les prêtres comme c'est pourquoi il a dit Dieu est mort et il faut que Dieu meure pour que l'homme s'épanouisse. Donc c'est pourquoi Nietzsche il était consentant et c'est pourquoi j'ai dit au début Nietzsche est le philosophe et il restera toujours un philosophe très moderne. Il a avancé son époque. Donc, le philosophe, il doit semer le doute, il doit semer les soupçons. Le généalogiste, il doit aussi il doit faire l'arrière-plan au philosophe. Il doit voir vraiment ce que les philosophes, il doit contrôler les philosophes, le travail des philosophes. Et il doit faire la lumière des choses. Donc, il faut effacer la face cachée de la philosophie pour atteindre la lumière. C'est un peu ici le mythe de la caverne de Platon. Il faut donc arriver aux opinions vraies. Il y a une vérité vraie, une vérité qui cache une autre vérité. Donc, même en logique, on dit un jugement vrai, un jugement valable. Il y a même une opposition entre juste et vrai. Donc, et ce n'est pas que ça. Même si le philosophe a une bonne intuition dans ses recherches, il restera emprisonné des idées de son époque. Et pas juste ça. Sa philosophie n'est que une interprétation de la réalité. Chaque philosophe, en partant du rôle du philosophe, c'est d'interpréter la réalité. Et chaque philosophe reste emprisonné de ses idées, des idées de sa société, de sa classe. Sauf Marx et Freud, qui ont abouti à des règles sociales qui ne dépendent pas du philosophe, qui dépendent de la nature elle-même. Ils ont découvert les règles de la nature elle-même. Ils n'ont pas interprété les règles, ce qu'ils voyaient devant eux.
Donc, il se demande, le philosophe, s'il n'y a derrière chaque caverne une autre qui s'ouvre plus profonde encore et sous chaque surface, tel que le texte dise, un monde souterrain plus vaste. Donc il y a un arrière-monde. La métaphysique, c'est l'arrière-monde du monde. Mais derrière cet arrière-monde du monde, il y a un arrière-monde des idées qui interprètent cette métaphysique comme intérêt à certaines classes. Et comme résultat, Nietzsche dit qu'il n'y a pas une vérité absolue, parce qu'il y a derrière une caverne, une autre caverne, à n'en jamais finir. C'est pourquoi les philosophes matérialistes ont réfuté les idées de Platon. Il n'y a pas une seule vérité, il y a plusieurs vérités, et ça dépend du coin par lequel nous observons la vérité. Il n'y a pas l'idée comme I majuscule n'existe pas, la vérité comme V majuscule qui reflète son exemple sur le monde intelligible, sur le monde matériel, n'existe pas du fond. Donc, tout est masque, il n'y a pas une vérité, c'est lui-même qui l'a dit, il n'y a pas de vérité, il y a une interprétation de la vérité.